Bismillah. Louise s'interrompit. Ses épaules s'étaient crispées comme si quelqu'un venait de se glisser derrière elle. Mais non, elle était seule. Elle avait travaillé toute l'après-midi à son dossier de géo. Il commençait à faire chaud dans cette salle en sous-sol. Louise avait soif. Il lui semblait que l'écran de l'ordinateur était plus pâle à présent. Il fallait qu'elle fasse un effort pour lire. Malgré elle, ses yeux se portèrent sur l'horloge électronique. 20h20 minutes 20 secondes. Elle aurait parié. Chaque fois qu'elle avait regardé l'heure aujourd'hui, elle était tombée pile à ce moment d'équilibre, entre les heures, les minutes et les secondes. Chaque fois, il y avait comme un nœud qui se serrait au creux de son estomac. Ces coïncidences la mettaient mal à l'aise. Louise cligna des yeux, revint à son travail. Le malaise s'accentua. Quelque chose clochait. L'écran avait encore pâli. Est-ce que c'était sa vue? Son dossier disparaissait derrière un voile brumeux. Louise regardait ça, oppressée, stupéfaite. Il lui semblait que la lumière était en train de baisser. Elle perdait le contrôle. Elle sentit l'accélération soudaine de ses pulsations cardiaques. Elle eut un sursaut, contraction du diaphragme, frisson. Elle était couverte de sueur. La pièce baignait dans une lumière toute grise. Triste à pleurer, irréelle, il n'y avait plus que la palpitation phosphorescente de l'écran où tournoyaient des données débridées. Illisible, Louise ne pouvait pas le quitter des yeux. Fascinée, sa tête tournait. Ses mains étaient brûlantes, son front brûlant, ses yeux tout irrités. Elle avait de la peine à respirer. Ouvrir la porte, chercher l'air du couloir, Louise se précipita sur la poignée. Elle tournait, sans donner rien. La porte était bloquée. Louise s'acharnait, tapait, secouait, rien. Elle était coincée là-dedans. C'était une histoire de fou. Elle avait la sensation d'une main refermée sur son cou. Il lui semblait sentir une présence derrière elle, qu'elle ne voyait pas. Louise hurla. Elle se débattit, buta contre le bord déchiqueté d'une chaise cassée. Une douleur aiguë rayonna dans toute sa jambe. Elle tomba. Son genou, salement ouvert, se mit à saigner. 1er novembre. Lycée désert, le concierge habitait de l'autre côté des bâtiments. Louise se sentit abandonnée. Affaissée sur elle-même, elle continuait à fixer l'écran où ne défilait plus qu'une série de caractères en boucle. 8 OC 698, OC 698, OC 698, OC 698, indéfiniment. La cloche d'entrée en cours retentit une première fois. Louise sursauta. Elle avait passé la nuit là sans apercevoir. Elle était dans le noir, à présent. Autour d'elle, les écrans étaient noirs. Elle se sentait vidée, son genou lui faisait mal. Elle ralluma son ordinateur. Bienvenue. Tout avait l'air normal. Ni brume, ni chiffres. Le dossier de Louise était perdu. Deuxième sonnerie. Elle fit des gestes d'automate pour sortir de la pièce. Machinalement, elle fit tourner la clé dans la serrure et ouvrit la porte de la salle d'informatique. À sa montre, il était 8h08. Je m'étais pointé tôt, comme c'était le 2 novembre, il ne faisait pas jour. J'avais froid, le bistrot du lycée était encore fermé, Louise n'arrivait pas. Pas rentrée de la nuit. Je me tracassais. C'était l'année du bac. Début d'année, chacun essayait de se placer gagnant. Louise et moi en partageait un studio en ville. Pour l'instant, on avait plutôt démarré par de sacrés Java. Là, tout de même, elle y allait fort. Louise, il y avait de dossiers de géo à rendre. Ce matin, dernière limite, à moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Je ne savais pas quoi faire, moi. J'ai été la dernière à entrer en cours. Histoire Géo avait déjà fait l'appel. Elle a eu un gémissement fatigué. Lucille, j'ai balancé mon dossier sur son bureau. Ça n'était pas le jour. Dossier minable, vite bricolé, qui ne me vendrait pas bien cher. Enfin, il était fait. Cette crétine de Louise était tranquille à sa place. Je me suis planté devant elle, je l'aurais pilé. Alors Louise a levé la tête et a porté sur moi un regard que je ne lui connaissais pas. Un regard déserté. Je suis resté sans voix. Son jean était déchiré, taché de sang. Son maquillage était tout effondré. Une grande marque violette faisait le tour de ses yeux. Pendant que j'allais m'asseoir, Histoire Géo lui tombait dessus. Son dossier. Louise ne l'avait pas. Moyen de Géo, 0.
Elle s'y était prise au dernier moment. Louise Toussaint, un jour férié. Elle avait décidé que ça suffirait pour réaliser ce dossier. La veille, à la sortie des cours, Louise s'était arrêtée à l'entrée du bâtiment A, devant la porte 12. Louise était entrée sans frapper dans la pièce minuscule et glaciale, tapissée d'affiches de cinéma et de toutes les couvertures de bazar, le fanzine du lycée. Junior, le foyer des élèves croulait sous les canettes vides, les cendriers pleins, les papiers, les piles de cassettes. Reste où tu es. Junior était par terre. Quelques dizaines de figurines étalées un peu partout autour de lui, sur du papier journal, autant de pinceaux et de petits pots de peinture. Lui s'accroupit. Tu prépares une partie pour demain? Quand est-ce que tu viens jouer avec nous? Un manque de filles. Ah non, ça, les jeux de rôle, très peu pour moi. Merci. Vous allez jouer ici. Ce sera fermé ici. C'est tout ça. Biquette, tu dors ou quoi? Comment? Un beau responsable du foyer comme toi, ça n'a pas les clés. Junior lâcha brutalement son pinceau plein de rouge sur son jean et se tourna pour faire face à Louise, la figurine à moitié peinte entre deux doigts. Attends, Louise, où tu vas là? Qu'est-ce que tu veux exactement avec tes histoires de clés? Louise pointa une photo sur un numéro du journal local étalé devant elle. Dis donc, le vieux, le marchand de bonbons chez qui on allait quand on était gosse, il a 100 ans. Il faudrait que l'ici le voie ça. Je l'ai toujours connu comme ça, moi avec sa face d'escargot. Ouais, qu'est-ce que tu voulais déjà? Louise poussa un long soupir, rejeta la page du journal d'un geste sec. Écoute, j'ai besoin d'un service. Louise avait expliqué l'affaire du dossier. Elle avait tant et si bien fait qu'elle était rentrée avec la clé de la salle d'informatique en poche. C'est ce soir-là, le 31 octobre, que tout a commencé. J'étais installé dans mon lit avec le carrousel des maléfices, mon bouquin de Jean Ray, une table de nuit remplie de paquets de biscuits. C'était parti pour un jour complet. Pas bouger, flotter, plus rien, bouquiner. Louis s'est mise à crier. Lucille, j'ai vu le pendule à zéro. Ça t'est déjà arrivé? Quoi? Atterrissage forcé. Douche froide? Qu'est-ce qu'elle venait me raconter avec son histoire de pendule? Je vais regarder l'heure et je suis tombé pile sur 00 heure, 00 minute, 00 secondes. Le minuit parfait. Temps zéro. Ça m'a donné une espèce de vertige. L'impression d'être en équilibre au bord du noir. Louise, le matin du 1er novembre, j'entendis Louise exaspérée soulever ceci, déplacer cela, tourner, jurer. Elle cherchait sa clé. J'ai fini par me lever. Louise fourrageait sous un tas de vêtements. Elle retira brutalement la main avec un cri de douleur, du sang. Elle avait une belle entaille de cutter le long de la paume. Dans son mouvement de recul, la clé avait glissé de sa poche qu'elle n'avait pas quittée. Louise en est restée figée. Sa colère est tombée d'un coup. Elle est sortie sans un mot. Elle était blanche. Puisque j'étais debout, j'ai fait un peu de rangement. Et c'est en déplaçant je ne sais quoi que j'ai vu glisser cette enveloppe adressée à Louise. Au dos de l'enveloppe, rien. Juste une série de lettres et de chiffres. OC 698. Bismillah. Le 2 novembre, Louise n'était plus la même. Elle boitait, son genou était bleu, gonflé, elle parlait peu, nerveusement, elle sursautait pour un rien. Elle ne pouvait plus rester seule une minute. Elle était sombre, de mauvaise humeur. Au début, j'avais pris tout ça à la légère. Junior était allé vérifier l'état des ordinateurs. Aucun virus détecté. Louise avait dû s'endormir. Elle avait rêvé. Elle avait peut-être un peu joué à se faire peur. C'était assez dans le genre de Louise. L'ennui, c'était qu'elle n'avait pas l'air de s'en remettre. Par moments, elle se mettait à respirer difficilement, bruyamment. Elle sentait quelque chose qui se serrait autour de sa gorge. Elle étouffait. Il fallait se précipiter pour ouvrir en grand les fenêtres. On se gelait. De temps en temps, elle posait sur moi un regard creux, perdu. Lucie, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est. Junior ne savait plus comment s'y prendre pour la faire rigoler. Il l'appelait Mouise à cause du dossier de Géo. Je tenais de lui faire comprendre qu'il ne s'y prenait pas bien. L'imbécile s'obstinait. Louise finissait par sourire. C'était pas l'eau. À la sortie des cours, ce soir-là, j'entendis un coup de frein déchirant au moment où je passais les grilles du lycée. J'ai eu le temps de voir Louise
sauter le capot d'une Fiat comme un cheval d'arçon, salto. J'ai cru que mes jambes me lâchaient. J'ai flotté jusqu'à Louise au ralenti sur mes membres en coton. Elle se relevait. Elle fixait ahurie le type de la Fiat en train de l'aider. Louise bégayait. Louise tremblotait intégralement. Louise était sous le choc. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle n'avait rien vu, rien entendu. La voiture était sur le point de s'arrêter. Louise avait surgi, collision et chance. Louise n'était pas blessée. Pour la remonter un peu, j'ai entraîné Louise au bar du lycée. Elle commençait à respirer plus normalement. On a dépensé tout ce qu'on avait en bonbons. Junior était à une table, en train d'ingurgiter les 650 pages d'une règle de jeu de rôle, la malédiction d'Arkham. Début de mois, il venait de recevoir de ses parents son mandat en dollars. Pour requinquer Louise, il nous a payé la tournée de whisky. On s'est mis à piocher tous les trois dans le tas de sucreries. Louise ricanait pour un oui, pour un non. On s'est lancé dans un palmarès des 10 meilleurs bonbons du monde. Chacun a rajouté le sien qu'on avait oublié. Et celui-ci et celui-là ont glabissé dans le bar. Quand on est reparti, le crépuscule était déjà bien avancé. Les magasins fermés, les gens rentraient, ça faisait des trottoirs déserts. Louise et moi, on se pressait. Elle se retournait sans arrêt. Il y avait un vent de novembre, un vent humide qui plaquait contre nos jambes des paquets de feuilles mortes. Louise poussait de petits cris. Elle me saisissait le bras. Sa peur me transmettait chaque fois une décharge électrique. Entre les réverbères, il y avait des trous d'ombre. Louise accélérait le pas au bord de la panique. Au croisement d'une ruelle sans éclairage, un homme a retenu Louise au passage. Un homme large d'épaules, la soixantaine en moins, lui a pris le poignet. Le plus étrange, c'est que Louise ne lui résistait pas. Elle écoutait la voix très grave, les S chuintés, les R roulés de cet accent très long. Tu n'es pas tranquille? Louise ne répondit pas. Quand tu as des mouches dans la maison, tu ne les laisses pas te tourner autour. Tu les chasses. Moi, je chasse les mauvaises choses qui viennent te tourner autour. Il te faut être protégé. Donne-moi ton nom. Louise balbutia. Louise, tu viendras. Louise se retrouva chancelante sur le trottoir avec une petite carte de papier dans la main. En haut, dans le coin gauche, une photo mal imprimée faisait une étrange marque noire. Professeur Aminicati Bafindia Diaboté. Amour, travail, chance, protection, retour de l'être aimé, santé, facilité de paiement, tous les jours de 8h à 21h30, 16 rue Brussolo-Bas. F porte numéro 38, également par correspondance. L'homme avait disparu, effacé par l'ombre de la ruelle, un illuminé. J'avais la chair de poule. Louise n'avait plus de voix. Il était tard quand elle ouvrit enfin la porte du studio. J'étais derrière. Je l'ai entendu faire. Tiens, elle s'est baissée. Comme ça, j'avais le champ libre pour une vue d'ensemble sur la pièce. Des éclats de porcelaine bleu et blanc jonchaient le sol. Une tête minuscule, tout ébréchée, avait roulé jusque sur le seuil de la pièce. Je reconnus avec un pincement au cœur la poupée fétiche de Louise, fracassée. Une poupée qui lui venait de sa grand-mère et dont elle n'avait jamais pu se séparer, même pour quelques jours de vacances. Il y avait cette enveloppe pour Louise, que j'avais placée sur la table en évidence, et qui se retrouvait maintenant à 2 mètres de là, juste devant la porte. Louise eut un gémissement. Les larmes aux yeux, elle se mit à ramasser les morceaux de sa poupée. Maintenant, je ne suis plus protégée contre les choses bizarres. Elle murmurait. C'est sur moi. Il y a un danger sur moi. Je répondis d'une voix faible, qui avait du mal à sortir de ma gorge, qui paraissait toute molle. C'est ma faute, Louise. Excuse-moi. J'ai rangé hier. J'ai dû poser des trucs en équilibre, sans faire attention. Et c'est tombé. Je ne sais pas quoi dire pour ta poupée. Excuse-moi. Elle finit par ouvrir son enveloppe. La série, Lucille, c'est celle de l'écran. Cette nuit, je crois que c'est la même. OC 698. Qu'est-ce que c'est, Lucille? Elle en tremblait. Louise réfléchit. Comment veux-tu que ce soit la même chose? Elle en tira un petit feuillet de papier quadrillé, rédigé d'une écriture hésitante et ronde, à l'encre bleue. Beau charabia. Devant le Saint-Antoine, 9 âmes marquées de chagrin ont écrit cette lettre. Elle porte la puissance de l'amitié inscrite par signe au dos de l'enveloppe. La personne qui brisera cette chaîne s'expose à un malheur terrible. Le givre, la route, le noir. 3 petites grâces cherchent leur chemin dans le noir.
Et 9 jours recopie 9 fois cette lettre, envoie-la à 9 personnes proches ou lointaines, et 3 enfants perdus trouveront un ami, ou qu'elle soit par le monde. Sois fidèle aux 3 amis, et le cercle qui les protège te protégera aussi. L'enveloppe était affranchie au 22 octobre, le délai était passé. Une chaîne. Louise avait prononcé ce mot dans un souffle. Je déteste ces trucs-là. Louise a lâché ça comme une chose répugnante. Elle s'est occupée de sa poupée en morceaux. Ensuite, on n'y a plus pensé, ni Louise, ni moi. Le lendemain, Junior nous a invités à dîner dans sa chambre, au lycée. Il avait décidé de fêter la Toussaint, comme ça se fait chez lui, aux États-Unis. Normalement, c'est le soir du 31 octobre, Halloween, la nuit des revenants. Un léger retard, on n'était pas à ça près. Avec Junior, j'ai trouvé qu'il faisait des progrès. Il fallait la chouchouter en ce moment, Louise. Junior nous a accueillis en costume gris, 3 fois flottant et cravate à tête de mort. J'ai gardé les baskets, ce sera plus amical. La pièce était dans le noir. Sur le rebord de la fenêtre trône une grosse citrouille d'Halloween, éclairée de l'intérieur par une flamme douce et dansante. C'était drôle, comme cette petite lumière fragile projetait sur tous les murs les visages horribles de la citrouille, aux yeux creux, à la bouche informe. Dans cette pièce toute sombre, parfaitement silencieuse, ça faisait un balai saisissant. La grosse tête macabre portait une inscription tracée dans un mauvais coulis sombre. Hello, Louise. Ça sentait le ketchup. Louise a éclaté d'un rire nerveux. Junior nous avait cuisiné sur sa petite plaque électrique une pleine bassine de succulents spaghettis. Louise elle-même en a mangé. C'est vrai que ça nous changeait des chips. Personne n'avait pensé à rallumer. On tenait tous les 3 dans le petit cercle chaud de la bougie orangée. Louise grignotait son index. La chandelle a craché dans un pchit sa dernière flamèche. Junior est allé allumer sa petite lampe de chevet. Et la citrouille est redevenue citrouille avec des trous complètement noirs qui lui faisaient toujours de mauvais yeux, mauvaise bouche. Le message de ketchup commençait à s'effacer. Il ne restait plus qu'une seule verticale au M, et je lus avec un certain malaise: Hell, Louise, Hell, enfer, malédiction. Je me suis surprise à frissonner. Louise fixait là-dessus des yeux comme dilatés. Toutes ces coïncidences. Il y a quelque chose de mauvais autour de moi, je le sens. Louise avait machinalement tiré de sa poche la carte du professeur Aminicati. Un autre papier tomba en même temps. Elle me poursuit, cette chaîne, c'est ça qui me tourne autour. Louise avait une voix sourde. Elle froissait entre ses doigts le petit feuillet quadrillé de la chaîne. Junior l'a lu à son tour, plusieurs fois, retournant l'enveloppe. Tu as brisé le cercle, Louise. Le délai expirait la veille de la Toussaint, Halloween, la nuit des esprits. Est-ce que c'était à cause de la nervosité de Louise? Il passa entre nous une tension électrique. La pièce autour, toute dans l'ombre, m'a paru hostile subitement. On aurait dit qu'elle s'était resserrée sur nous et sur la petite lampe qui éclairait à peine. Junior continuait d'un ton pensif. Il suffit d'un rien, un mauvais concours de circonstances pour débloquer les puissances. Junior s'interrompit et claironna un peu trop brusquement. Eh, mais je ne vous ai pas encore fait écouter mes derniers CD, moi. Il a donc sauté à travers la pièce jusqu'à la chaîne. Quand il a mis le contact, quelqu'un nous a parlé. C'était un chuintement à plusieurs voix, suraigu, déformé, difficile à comprendre, qui reprenait inlassablement les mêmes mots, chantonnés en cadence. C'est ton tour, Louise, Louise, ton tour, Louise, c'est ton tour. Junior a tripoté tous les boutons à toute allure, et ça s'est arrêté. Louise a éclaté d'un rire de folle qui s'est transformé en sanglot. Les fusibles ont sauté, le lycée tout entier s'est retrouvé dans le noir. Il y eut une clameur provenant de toutes les chambres de l'internat. Les portes s'ouvraient claquées, les élèves se bousculaient dans le couloir. Qui c'est? Qui est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Quand le courant fut rétabli, Louise était partie. Bismillah. Le givre, la route, le noir. Louise marchait. Elle avait cette petite phrase en tête, et ça lui faisait une cadence que ses pas suivaient seuls. Il faisait un petit matin humide, venteux, très froid. Une sorte de volet s'était refermé sur une partie de sa mémoire. Elle ne savait plus depuis quand elle marchait.
Sa montre s'était arrêtée. Elle avait à l'esprit l'image d'une grande roue de loterie qui s'était figée pile sur elle. Louise. S'échapper, sortir, prendre l'air noir et glacé du dehors. Son genou était douloureux, enflé. Elle ne marchait pas bien. Le givre, la route, le noir. Louise s'attendait à ce qu'il lui arrive quelque chose de terrible. La malchance, elle était prise là-dedans. La poupée cassée, l'accident, c'était des menaces. Le malheur était en train de s'acharner sur elle et ça finirait mal. Elle ne s'en tirerait pas, elle le savait. Le givre, la route, le noir. Trois petites grâces. C'était devenu une ritournelle et ça ne s'en allait pas. À présent, les commerces ouvraient. Il ne faisait pas bien jour, mais il commençait à y avoir des passants sur les trottoirs. Louise ne savait plus où elle était. Elle choisissait une rue puis l'autre, au hasard, complètement perdue. Elle rencontrait de plus en plus d'enfants, le cartable sur le dos, au petit pas de course. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle reconnaissait les rues qu'elle prenait avec Lucille quand elles étaient petites. Elle suivait le chemin de l'école machinalement. Voilà ce qu'elle faisait. Elle avait stoppé au sommet d'une ruelle d'une autre époque, étroite et longue, bordée de terrains vagues. Elle sut confusément qu'elle avait quelque chose à faire, là. C'était à peine une rue, une pente de goudron défoncée entre les murs secs, des jardins mal tenus, des talus pleins de ronces. Les voitures n'y passaient pas. Ça n'était pas habité. La ville s'était arrêtée autour. La boutique du vieux était là, accrochée par magie dans un retrait entre deux murs. Une devanture de bois sans couleur, une vitre grisâtre, la caverne d'Ali Baba des bonbons. C'était obscur, sucré, poussiéreux. Le vieux ne bougeait pas du fond. Les enfants n'en menaient pas large. Là-dedans, ils adoraient ça. Il fallait remplir tout seul son sac de papier craft. Le vieux restait strictement immobile. Pas un mouvement. Il n'y avait que ses yeux qui vous suivaient, lentement, qui ne vous quittaient pas une seconde, jamais. Quand on avait choisi, on remontait vers lui tout au fond de la boutique et on ouvrait le sac, qu'il compte ce qu'on avait pris. Après, il fallait placer l'argent sur son comptoir et puis ouf, on filait. L'heure de l'école avait dû sonner. Il n'y avait plus un enfant dans les parages, plus personne. À travers la porte de la boutique, Louise tâchait de voir à l'intérieur si les choses avaient changé. La vitre était trop sale, derrière les traces des milliers de petits doigts et le voile de poussière. Louise ne voyait qu'un renforcement noir. Est-ce que c'était fermé? Elle appuya sur la poignée, la porte claqua, s'ouvrit toute grande. L'odeur. Louise eut une faiblesse sur le pas de la porte. Elle basculait du faux jour de la ruelle à l'ambre lourde de la boutique, dans un mélange de parfums fruités, sirupeux et dégradés. C'était très sombre, c'était tout petit. Il y avait un boyau sinueux, lequel il fallait se glisser pour passer entre les bocaux, les ribambelles de sacs de bonbons. Ça ruisselait, tout était en cascade, empilé dans une prouesse d'équilibre hasardeux. Dans les failles, il y avait encore rajout, surcharge de boîtes, ouvertes. Ça faisait une architecture étonnante de couleurs séchées et de sucre durci. Ça dégoulinait par endroits, ça se tordait, ça s'effondrait, ça se gonflait curieusement, ça se torsadait avec des reflets arc-en-ciel ou rosâtres, de pattes qui s'étaient figées voilà longtemps. Plus Louise s'engageait dans le couloir encombré, plus les parois se rapprochaient, plus le plafond baissait, plus le passage se réduisait. Louise se recroquevillait, se contorsionnait entre les reliefs poudreux et les cavités poisseuses des bonbons agglomérés. Elle progressait. Le vieux se tenait complètement immobile, au fond de son conduit de sucrerie. Un fossile, la peau toute blanche, plissée, cassante. Est-ce que c'était un vrai ou une figure de cire? Le vieux venait d'avoir 100 ans, se souvint subitement Louise, et il était toujours là, pareil. La lumière était faible et lointaine à présent, qui parvenait du jour à travers la vitre crasseuse de la porte dans son dos. Elle n'avait plus assez de place pour se retourner. Le moindre mouvement pour regarder en arrière lui aurait demandé trop d'efforts. Il fallait qu'elle avance, pas le choix. Il y avait des bonbons d'une autre époque dans le fond de la boutique. Poudre de coco, Pierrot en sucre blanc, colombine de caramel. En un éclair, Louise revit l'image de sa poupée de porcelaine en éclats, et la boutique lui parut se rétrécir encore et s'éloigner dans le cours d'une spirale immense. Elle avait choisi des bonbons ici quand elle avait 10 ans. Sa mère était venue au même âge, ici aussi, et même sa grand-mère, bien avant elle,
venait ici acheter ses bonbons quand elle avait 10 ans. La boutique n'avait pas changé. Le vieux avait passé tout ce temps là-bas au fond. Louise approchait. Derrière lui, il y avait un cadre au mur, une photo de classe, photo brunie, un peu luisante, un peu passée, très ancienne. Tous les gosses étaient en tablier foncé, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, avec un groupe de 3 au premier plan, détaché de toutes les autres. Ces 3-là avaient été agrandis sur un tirage à part. 3 petites blondes au visage sérieux, aux vêtements bien soignés, aux cheveux bien bouclés. Louise était toute proche du vieux. Une impulsion la poussa à le faire parler. Il fallait qu'elle entende une fois sa voix. Elle observa dans la pénombre le groupe des petits garçons sur la photo. Difficile d'imaginer que le vieux aussi avait été petit. Elle pointa n'importe lequel. C'est vous, là? Elle se rendit compte qu'elle avait une toute petite voix. Le vieillard se mit à bouger, se retourna au ralenti et se débrouilla rapidement pour décrocher la photo. Il avait une voix trop fine, enrouée, grelottante. Là, c'était Henri. Il m'avait donné son cavalier au lasso contre 5 billes en verre. René Maurice. Il avait un petit Loir sous sa table. L'instituteur ne l'a jamais su. Il soufflait une espèce de ricanement. Louise le regardait interloqué. Voilà qu'il faisait l'appel. Il connaissait par cœur les noms de tous les gosses. Albert, Raymond, André, les chevaliers de Rosine, une des petites grâces, une perfection. Le vieux avait désigné une des 3 petites filles à part. Louise eut un coup au cœur. 3 petites grâces cherchent leur chemin dans le noir. Est-ce qu'elle était dans un cauchemar? Elle chercha des doigts dans sa poche le papier quadrillé. Il avait disparu. Vieux, l'homme sans nom, un caméléon humain qui passe à travers les âges. Junior avalait une gorgée de coca. Son attribut est le cercle. J'écoutais d'une oreille distraite. Je pensais à Louise, partie sans rien dire. Décidément, qu'est-ce qu'elle était compliquée en ce moment, celle-là. Elle finissait par me coller de l'angoisse à l'estomac. Louise est ça très peu pour moi. Si elle avait envie de s'éclipser, comme ça, de rentrer seule au beau milieu de la nuit, je n'étais pas sa mère après tout. Je voyais bien que Junior essayait de me changer les idées. Il était en train de me présenter un personnage de maître du jeu, composé d'après le portrait photo d'un centenaire récupéré dans le journal. Mais Junior lui-même n'était guère enthousiaste. Je le sentais préoccupé. Le cercle qui les protège. Il ne cessait de tripoter machinalement le bout de papier quadrillé tout froissé qui était resté par terre à côté des assiettes en carton pleines de ketchup. Malgré nous, la conversation revenait toujours à Louise et à cette chaîne de malheur. Lucille, et si cette chaîne avait été faite suivant des règles? Mais arrête, Junior, ça va pas. Ça te monte aussi trente, tes montes sorciers, des jeux de rôle à noix. Tu t'y crois ou quoi? C'est pas un jeu, ça. Tu vois pas la tête de Louise en ce moment. Ça suffit à la fin, tes machins de mauvais goût, là. Junior se tut, décontenancé. Ok. Long silence entre nous. Junior allait choisir un CD. Il s'arrêta net. Moi, je me mis à empiler les assiettes en carton. Je me retrouvais avec ça. On s'est regardé, tête de cocker, tête de bulldog. On s'est marré. Bon, je me suis énervé, il n'y avait pas de raison. Junior fouillait dans le fatras qui encombrait sa table. Tiens, pour changer de sujet, tu sais que la prof d'histoire géo nous a donné à faire un dossier? Bien joué, je commençais à franchement rigoler. Demande à Louise de te passer le sien. Histoire géo, on n'y verra que du feu. Tais-toi, c'est un dossier d'histoire pour nous. Les premières années de notre siècle. L'autre jour, j'en ai parlé au bouquiniste. Regarde ce qu'il m'a sorti de son placard. En plus, il me l'a donné, prime de fidélité. Junior avait tiré de sa table 4 feuilles de papier jauni, friables, imprimées en caractères minuscules. C'était un numéro du journal local daté du début du siècle. Beau document d'époque, hein? Je n'écoutais plus. Le petit feuillet quadrillé de la lettre de Louise était resté ouvert pratiquement sous mes yeux. J'avais le journal étalé sur mes genoux, à la page des faits divers. Il fallait se rendre à l'évidence. La chaîne qu'avait reçue Louise ne devait pas son existence au hasard. Elle avait un sens, elle avait un but, et ça donnait froid dans le dos. Il y avait quelques lignes sans titre dans ce journal. Nathalie, Rosine et Gladys, âgées de 10 ans, ont mystérieusement disparu le soir du 31 octobre dernier.
Ces trois enfants modèles se partageaient le prix d'excellence depuis leur première année de classe et venaient de recevoir de la part des dames du diocèse la médaille des cœurs fidèles. Première récompense sur le chemin de la bonté et de la perfection pour leurs bonnes actions auprès des pauvres et leur modestie exemplaire dans l'exercice de ces bienfaits. Leurs familles, accompagnées de tous les membres de la paroisse, ont organisé ce matin une procession auprès de notre Saint Antoine, formulant avec elle ce vœu: Saint Antoine de Padoue, rendez-nous nos trois petites grâces. Junior reprit une ligne de la lettre de Louise: le givre, la route, le noir. Gladys, Rosine, Nathalie. Trois petites grâces cherchent leur chemin dans le noir. Trois petites filles avaient disparu le 31 octobre, le même soir exactement, mais 90 ans plus tard. Louise arrêtait une maudite chaîne et commençait à être victime de phénomènes inexplicables. Le plus incroyable, c'était qu'il semblait y avoir un rapport entre ces événements. Junior tournait et retournait le chiffre au dos de l'enveloppe. Le cercle qui le protège, Lucie, OC 698. Tu prends en le cercle, la forme parfaite, le cercle éternel, et se transforme, c'est le cercle brisé, le déséquilibre, 6 et 9 associés, ça tourne spirale, cercle vicieux, 8, une double boucle ou les maillons de la chaîne. Lucie, ceux qui ont composé cette série avaient des connaissances magiques. Qui étaient au départ de tout ça? On ne le saurait sans doute pas. 9 personnes probablement disparues aujourd'hui. Et leur chaîne s'était transmise sur près d'un siècle sans s'éteindre. Elle pouvait avoir une terrible puissance à présent. Pour nous, ça signifiait une chose: Louise était en danger. Une atmosphère effervescente gagna la chambre du junior. Agir. Ma mère habitait à 100 km d'ici, dans un village de montagne. Un service de car régulier assurait le transport jusque là-bas, matin et soir. Junior avait de quoi payer le billet sur son mandat du mois. Demain, à 7 heures, il fallait que Louise soit au départ du car. Il fallait qu'elle file avant que ça tombe pour de bon. Tout était parfaitement calculé, un détail près. Louise, Junior était rentré au studio avec moi. Pas de Louise. Attendre. Je ne tenais pas en place. Je me sentais survolté, comme un machin à pile. Junior aussi tournait en rond. On s'est occupé de préparer le sac de Louise. J'ai glissé dans une paire de chaussettes la tête de la poupée de porcelaine. Elle en avait gardé les morceaux. Passé midi, Junior et moi s'étaient résignés au pire. Junior avait fait l'aller-retour jusqu'au lycée. Pas de Louise. On regardait le sac de voyage à nos pieds, inutile. Pas saccadé, drôle de cadence. Louise boitillait sur son mauvais genou. Du fond de la boutique du vieux, elle était remontée vers le jour comme une folle, luttant contre les choses collantes qui la retenaient en arrière. Les petites grâces avaient soupiré. Le vieux, le dimanche, elle faisait la visite des pauvres, avec leurs robes de dentelle blanche et leurs petits gants. Puis un soir, elles se sont perdues. Louise n'en écouta pas davantage. Tout était trouble dans son esprit. Il y avait l'image des trois fillettes, au regard sage, qui s'était logée profond dans sa mémoire. Sinon, plus qu'une pensée, une dernière pensée. Bâtiment F, porte 38. Pas de sonnette, pas de nom. C'était une double porte vitrée, masquée de l'intérieur par un tissu jaune. Louise frappa. Le professeur Aminicati exerçait dans une pièce unique. Un vasistas, au fond, faisait un jour bleu, qui ne suffisait pas. Une lampe à pétrole et des chandelles rajoutaient une lumière rouge et dorée. Il régnait là-dedans une atmosphère stupéfiante, de fumée mélangée. Louise, à peine entrée, se sentit toute calme. Il n'y avait pas un meuble, pas une chaise. Des tapis qui se chevauchaient couvraient le sol et les murs de la pièce. Accrochés, posés un peu partout, une quantité d'objets indéfinissables, bâtons, ficelles, pots de plastique, boîtes en métal. Le professeur Aminicati la fit asseoir sur des coussins. Louise eut la sensation que son genou se déchirait. Elle dut blêmir. Elle se sentit sur le point de s'évanouir. Le professeur Aminicati lui tourna le dos et fit chauffer une casserole sur un buis à gaz de camping. Louise, dit-il, en faisant traîner sa voix très profonde, tu as trouvé ton chemin jusqu'ici? Il versa l'eau bouillante dans un bol et fit tourner doucement. Louise le regardait. C'est bien.
versa le contenu du bol dans une théière et attendit. Louise attendait. Elle ne savait pas exactement quoi. Il prit un petit verre, versa le liquide de la théière dans le verre, puis du verre dans la théière plusieurs fois. Il revint vers Louise et lui tendit un verre de thé extra fort, presque noir, brûlant. Tu as des amis qui font attention à toi. Louise hocha la tête en soufflant sur son thé. Une sorte de rideau noir était en train de se lever dans son esprit. Lucie, Junior. Elle devait être mort d'inquiétude. Qu'est-ce qu'elle fabriquait là? Louise s'agita. Ils se font du souci pour toi, demanda le professeur Aminicati. Louise commença à raconter. C'était facile. On aurait dit de l'eau. Toutes ces paroles, tellement elles coulaient tranquillement les unes à la suite des autres. Louise raconta tout ce qu'elle savait. Quand elle eut fini de parler, le professeur Aminicati hocha la tête, l'air de dire oui. Des coïncidences, des hasards, des maladresses, des choses que tu vois. Mais dehors, il ne se passe rien. Un appareil détraqué, une erreur, une émission curieuse, un moment d'inattention. Pour tout le monde, c'est rien. Pour toi, c'est maléfice. Louise, le monde de quelqu'un qui entre dans ta tête, petit à petit. Une marche, une autre. La magie est en toi, une force puissante. Et de l'intérieur, voilà, elle fait contre toi. Et si c'est une fille sur une fille, c'est plus puissant. Et si c'est trois pour une seule, c'est plus puissant. Et si c'est loin dans le temps, si c'est ancien et que ça remonte, c'est plus puissant. Et si ça vient de quelqu'un qui sait s'y prendre, c'est plus puissant. Louise, ce qui est contre toi là-dedans, c'est très très puissant. Tu es au centre de la menace. Dès que tu bouges, elle se resserre sur toi. Il faudrait m'apporter quelque chose pour que je cherche à te protéger. Aujourd'hui, je te fais simplement un charme pour attirer la chance sur toi. Donne-moi un objet qui t'est cher. Pendant que Louise cherchait dans les poches de son blouson, le professeur Aminicati faisait le tour de la pièce pour piquer un objet ça et là. On aurait dit qu'il les prenait au petit bonheur, selon le caprice du moment. Louise lui présenta une petite main de sa poupée en porcelaine. Le professeur Aminicati fit encore oui de la tête. Il empaqueta la main dans un sachet Lipton vide et sec. Il replia rapidement le sachet et l'entortilla d'un élastique. Il logea le tout dans un capuchon et le capuchon dans une pochette de plastique qu'il referma hermétiquement avec un peu de scotch. Ça n'avait pas pris 2 minutes. Il tendit le paquet à Louise. Garde bien ça pour toi. Louise s'était vaguement attendue à quelque chose de plus officiel, une cérémonie, des passes magiques, et c'était tout. Le professeur Aminicati la poussait doucement vers le palier. Pour l'argent, plus tard, quand tu reviendras pour la vraie protection. À 4 heures, Louise ouvrit la porte de l'appartement. Explosion. On s'est mis à hurler toutes les deux en même temps, chacune sa version. Junior hurlait champagne, plus un détail ou deux. De toute façon, la conclusion ne variait pas. Louise risquait sa peau. Louise partait. Le quart du soir était à 5 heures. Il ne fallait pas traîner. J'avais la gorge un petit peu serrée quand j'ai vu Louise grimper là-dedans. Petit coucou par la vitre et au revoir, Junior avait trouvé le temps de griffonner une espèce de banderole dans un torchon de cuisine. Allez, Louise, on les aura. Il tenait ça à bout de bras pendant que le car démarrait. Longtemps après, Junior tenait encore sa banderole en l'air. Le visage complètement figé, dans une expression d'horreur, il avait lu, comme moi, le numéro d'immatriculation du car qui transportait Louise. 698 OC 06. Bismillah. Recroquevillé au fond de sa boutique, le vieux, les yeux ouverts, avait l'air de dormir. Il n'y avait presque plus de lumière, juste un filet poussiéreux au ras du sol, sur son visage. Tout sec, il traînait un reste de sourire adressé à quelqu'un sur la photo de classe posée devant lui sans son cadre. Il ne respirait plus. J'ai fait un bond en arrière. Junior a eu le réflexe de saisir la photo. On est parti comme des voleurs. Les enfants en tablier noir, les 3 petites filles à part, avec leurs belles boucles dans les cheveux, c'était exactement comme avait dit Louise. Au dos de la photo, d'une belle écriture, à la plume et à l'encre violette, avec des pleins et des déliés, le texte de la chaîne daté Parc Saint-Antoine Toussaint est signé des chevaliers de Petite Grâce, Albert, Raymond, André, Ernest, Robert, Edmond, Lucien, Joseph et Léon.
On n'osait rien se dire avec Junior, tout juste si on osait se regarder. Après la découverte du vieillard desséché dans la pénombre de sa petite boutique, pourtant on était sous tension. On tenait entre les mains l'origine de la chaîne. Sous les 9 signatures, il y avait le chiffre correspondant à celui de l'enveloppe de Louise, avec une traduction qui fit souffrir Junior. OC 69B. Au cœur si neuf brisé. Un truc de gosse. J'ai ricané. Des connaissances magiques, tu parles. Un code sentimental, enfantin, une niaiserie. Et tu nous en as fait une mayonnaise magico-tralala. Le B mal écrit s'est transformé en 8 à force de circuler, c'est tout. Mais Junior tenait à ses interprétations savantes. Est-ce que ça change quelque chose? Au contraire, finalement, on marchait de plus en plus vite. Junior s'échauffait. Au contraire, ce qui donne le pouvoir maléfique, c'est cette transformation, cette déviation par rapport à l'origine. Cette série OC 698, c'est elle qui compte et qu'on retrouve partout. Junior s'arrêta. Bâtiment F, porte 38, pas de sonnette, pas de nom. Quand le car se coucha sur le côté, dans un mugissement de tôle broyée, quand les gens à l'intérieur se mirent à hurler, Louise comprit qu'elle ne sortirait pas de la ville. La force de la chaîne était trop puissante pour la laisser s'échapper. Louise se sentit soulevée, emportée vers le fond du car. Toutes les vitres éclatèrent. Au même moment, dans une sorte d'épouvantable coup de tonnerre, et lorsque tout fut arrêté, Louise, terrifiée, n'entendit plus un son, plus un cri, plus un sanglot. Dans ce silence de mort, elle vit la carrosserie déchirée, fracassée. Seul l'arrière du car, où elle avait été projetée, était demeuré intact. Elle serra dans son poing le petit paquet du professeur Minicati. Elle parvint à débloquer la porte et elle se glissa dehors. Elle n'avait pas une égratignure. Elle reconnaissait l'endroit, le mur d'enceinte rugueux hérissé de tessons de verre du parc Saint-Antoine. Elle n'avait pas franchi les limites de la ville. Elle se sentait flotter dans un état bizarre. Elle se sentait sans poids, sans consistance. Il lui semblait qu'elle se laissait descendre, qu'elle se laissait guider par un courant de fraîcheur qui provenait du parc. Il lui semblait nager. Le parc Saint-Antoine, aucune femme de la ville, pour tout l'or du monde, ne s'y serait aventurée seule à la tombée du soir. Bien des hommes auraient hésité. Personne n'y allait volontiers dans la journée non plus. Et surtout personne n'y envoyait jouer ses enfants. Personne. Trop d'histoires depuis longtemps circulaient sur ce parc. À la limite de la ville, des histoires très étranges d'enfants qui se laissent entraîner dans une folle ronde par de mauvaises fillettes et ne retrouvent jamais la sortie du parc. Tout ça prenait un sens nouveau pour Lise. Les premiers mots de la chaîne lui revenaient à l'esprit, devant le Saint-Antoine. Elle s'approcha des grilles. Elle devait être fermée à cette heure. Les grands arbres soufflaient un air glacé, noir. Louise s'appuya sur les grilles. Il y eut un clac tout petit, étrange, et le portail s'éteint. On oublie les gardiens. Le parc, toujours désert, restait soigneusement entretenu par les jardiniers de l'évêché. Louise avançait à présent dans les allées rectilignes et les bosquets carrés. Ramassés sur eux-mêmes, en grande masse sombre, tel le grand corps lourd tapis sur son passage, elle s'enfonçait dans le parc. Elle entendait confusément que ça bougeait tout autour d'elle. Ça frémissait, ça faisait un long souffle qui montait dans la nuit et elle était prise là-dedans. De temps en temps, des formes noires la touchaient au passage. C'étaient des mains légères qui se posaient sur elle. Doucement, doucement, Louise avançait. L'allée en pente raide se transformait petit à petit en pente vertigineuse. Louise descendait, emportée par sa propre vitesse. Elle voyait monter et cahoter vers elle une brume de lumière. Quand elle fut tout en bas, elle eut le souffle coupé. Une grotte artificielle abritait un petit sein de plâtre peint. Les mains ouvertes, le sanctuaire de Saint-Antoine, des gens avaient creusé, peut-être avec leurs mains, le sol de cette grotte, et ça faisait une galerie étroite, irrégulière, assez profonde, où des centaines de chandelles brûlaient à l'abri du vent, dans leurs petits godets de plastique rouge, accrochés partout autour du sanctuaire, suspendus aux branches des bosquets, des centaines d'objets de toutes sortes teintés, tournoyés dans la lumière faible et dansante. Certains étaient très vieux, délabrés, d'autres flambant neufs venaient d'être posés. Petits vêtements de bébé, jouets, guidons, roues de vélo, fléchettes, poupées,
petites lunettes d'enfant, bouts de tissu, dessins naïfs, cartes colorées. À chaque objet était accroché un ruban sur lequel Louise pouvait lire quelques mots de remerciement dans un style qui rappelait celui de la chaîne. Petite grâce à mes parfaites, merci de vos prières à Saint-Antoine. Mon petit frère a retrouvé la vue. Petit ami de Saint-Antoine, vous qui êtes auprès de lui, demandez pour nous qu'il nous rende la joie qui est partie de notre maison le jour où Tétu a disparu. Petite sainte parfaite et bonne pour mon petit Dédé qui marche de nouveau. Parfois, sur le ruban, simplement une date, des initiales ou un prénom, des ex-voto, murmura Louise. Elle se pencha pour regarder dans la galerie. Louise reconnut, posé au pied de Saint-Antoine, parmi les chandelles, un agrandissement de la photo de classe qu'elle avait vue chez le vieux marchand de bonbons. Ça n'était que la partie où figuraient les trois fillettes, détachées des autres enfants, sous un cadre doré à moulure. La photo brunie et passée avait été recolorée. Louise regarda avec une espèce de terreur incrédule les joues trop roses des petites filles, leurs lèvres rouges et brillantes, leurs yeux aux paupières grises, chargés. Les petits visages avaient perdu leur air sage pour une expression sournoise, malveillante. Tout près de la photo, il y avait une petite boîte en verre. À l'intérieur, du sucre d'orge, des roux-doudous, des bâtonnets de réglisse. Louise entendit un ricanement de métal qui fit se dresser tous ses poils sur sa peau. Une poupée la contemplait fixement, en gargouillant. Cette espèce de rire du fond de son ventre en plastique, Louise recula d'un bond. Un filet de balles en caoutchouc se creva sur elle dans une pluie de vieilles balles effritées qui éclatèrent sur ses épaules avec une odeur de biscuit. Un bébé nageur en plastique s'était mis à ramper mécaniquement vers elle. Louise recula encore. Son visage se retrouva emprisonné sous une loque de tulle. Vieux tutu gluant de poussière, elle se débattit, hurla, recula encore pour se sentir attrapée au poignet par une main ferme et chaude. Tu vois, Louise, toute cette perfection, ça se dégrade et ça finit par produire des forces mauvaises. Le professeur Aminicati chuchotait lentement. Louise était comme absente. Elle entendait, elle voyait, mais elle était passée de l'autre côté, dans le monde très sombre des trois petites filles qui n'avaient pas vieilli. Elle se balançait sur elle-même doucement en jetant de petits cris, et lui venait à l'esprit le murmure d'une ronde ancienne. Saint-Antoine de Padoue, vous qui faites trouver tout. Le professeur Aminicati continuait à parler, mais plus fort, de plus en plus fort, et il se mit à parcourir à grands pas décidés les alentours du sanctuaire, en piquant à droite, à gauche, un objet comme si c'était au hasard. Et plus il y a de visites, plus c'est puissant. Plus il y a de cadeaux, plus c'est puissant. Plus il y a de flammes, plus c'est puissant. Plus il y a de puissance, plus c'est dangereux pour toi. Le professeur Aminicati s'approchait de Louise et la conduisit doucement à l'écart. Tu t'assieds là. Tu serres dans ta main la petite main que tu aimes bien. Louise, d'un geste d'automate, sortit le porte-bonheur de son blouson et le garda dans son poing bien fermé. Le professeur Aminicati s'éloigna vers la galerie artificielle du sanctuaire et saisit le portrait photo des trois fillettes. Il s'était levé peut-être une petite brise. Ça cliquetait dans les branches et tous les objets suspendus semblaient frissonner. Sur la photo des visages curieusement maquillés par les encres de couleur, le professeur Aminicati plaça une roue de vélo, jante et rayon, toute brillante. Louise regardait son manège d'un air triste et perdu. Sur un rayon de cette roue, le professeur Aminicati fixa avec un élastique de fronde une fléchette munie d'une petite plume. Il avait placé à côté de lui le filet vide qui avait contenu les balles de caoutchouc. Il faut défaire ce qui a été fait. Il fit tourner une première fois la roue dans le sens inverse des aiguilles de montre, et lorsqu'elle s'immobilisa, il débloqua d'un coup de pouce l'élastique de la fléchette qui allait se planter dans une sucette de bébé, accrochée un peu plus loin. Le professeur Aminicati alla chercher la sucette et la plaça dans son filet. À peine posée dans le filet, la sucette se dessécha, craquela, se réduisit d'un coup. Le professeur Aminicati fit tournoyer 3 fois le filet comme une fronde au-dessus de sa tête et lança au loin la sucette qui prit son envol dans une traînée de poussière scintillante au-dessus des bougies. Louise ne la vit pas retomber. La sucette se dégrada en l'air. Elle s'évanouit dans la courbe de sa trajectoire.
Louise s'était relevée dans un sursaut. Elle avait senti autour d'elle tout le parc se contracter d'un bloc. Le professeur Aminicati revint là où elle commençait à rouiller. 9 fois, il la fit tourner de la même façon. Il jeta 9 objets qui disparurent pendant leur course. Au fur et à mesure des tours de roue, Louise voyait la photo. Des fillettes se racornir insensiblement, plisser, se tacher d'auréoles brunes, devenir de plus en plus floues au fur et à mesure des tours de roue, une à une. Les chandelles s'éteignaient sous l'effet d'un tourbillon glacé qui circulait autour du sanctuaire. Le professeur Aminicati continuait son espèce de ménage. À chaque objet lancé, Louise percevait comme une détente du parc tout entier. Les proportions changeaient. On aurait dit que les allées faisaient des plis, qu'elles prenaient des ondulations étranges. On aurait dit que les bosquets, bien taillés, se creusaient, se tordaient, s'effilaient, suivant des courbes bizarres et douloureuses. Le professeur Aminicati continuait. La roue, à présent, complètement cassée, rouillée, ne tenait plus qu'à quelques rayons tout tordus. De la fléchette, il ne restait que la pointe, du filet que quelques mailles. Le professeur Aminicati continuait. De la photo, il ne restait plus qu'un bout de papier taché d'ombre. Les pelouses du parc, les haies, les arbres, les allées, tout semblait se gonfler et se creuser comme sous un allaitement monstrueux. Le sol était en train de devenir brûlant sous les pieds de Louise. Toutes les chandelles s'étaient éteintes. Pourtant, la petite brune lumineuse persistait. Elle se dégageait du sol. Elle se détachait en nappes scintillantes et s'élevait dans l'air. Louise était en sueur. Elle tremblait. Le jour se levait. Il n'y avait plus un seul objet dans le parc. Seul subsistait dans le petit matin grisâtre le Saint-Antoine de plâtre et les godets en plastique rouge des chandelles mortes. Le professeur Aminicati se retourna vers Louise. Il sortit de la poche arrière de son pantalon la photo de classe du vieux marchand de bonbons, pliée en 4, et la lettre de la chaîne écrite à l'encre bleue. Il en fit une boule de papier froissée et la jeta simplement par-dessus son épaule. Pour l'argent, plus tard, quand tu seras vraiment sûr du résultat. Louise pleurait, les genoux bien soignés, des vitamines en poche. Louise a pris le car pour le village de ma mère ce matin. Repos, 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 a dit le médecin. Louise n'est plus la même. Elle a beaucoup maigri. Elle est trop pâle pour une fille de son âge. Et maintenant, elle ne parle plus du tout. On dirait qu'elle a du mal à comprendre. Quand on lui dit quelque chose, ou plutôt on dirait qu'elle a du mal à fixer son esprit sur les choses présentes, sur les gens. Louise est ailleurs, en permanence. Elle est loin, hors d'atteinte. Junior et moi, on a voulu lui changer les idées. La secouer, la distraire, ça n'a pas marché. Alors on a fait ses bagages pour la seconde fois et on l'a accompagné au départ du car. Repos, repos, repos. Junior a fait le singe jusqu'au dernier moment. Louise ne s'est pas retournée. On est resté sur le trottoir comme deux idiots, désemparés, et quand on est rentré, on a voulu passer par le parc Saint-Antoine pour voir. On a pris l'allée en pente vers le petit sanctuaire. Junior était crispé. Je jouais les décontractés, mais j'avais quelque chose de coincé dans la gorge, moi aussi. À quoi on s'attendait? Je ne sais pas au juste. Quand on s'est approché du sanctuaire, on a vu la petite galerie creusée. 3 chandelles étaient allumées dans leur coquille de plastique rouge. On a vu le tableau déposé au pied du petit saint de plâtre, un portrait à la peinture, maladroit mais ressemblant, de 3 fillettes aux boucles blondes. Alors Junior et moi, on s'est sentis brisés. On s'est sentis vieillis tout d'un coup. On est reparti. Son pouvoir sur Louise avait été détruit, mais la chaîne continuait sans doute. Et les fidèles des petites grâces étaient en train de reconstruire leur puissance monstre. Quant à Louise, à présent, je sais qu'elle ne sera plus jamais la même.